peut-être le temps que l'une et les autres nous rejoignent, un point simplement de précision, me semble-t-il, factuel autour du projet de loi et des sujets de rapport entre les producteurs et les diffuseurs. Le ministre a fait un certain nombre d'annonces, mais qui ne reposaient pas sur un texte, et ça c'était début octobre. On a eu ensuite un avant-projet de loi qui a circulé, mais qui ne comporte pas les dispositions sur la pub, les dispositions sur le rapport producteur-diffuseur, etc. Ce qui fait que pour l'instant, on débat tous un peu les uns et les autres autour de bases, disons, pas totalement solidifiées d'un point de vue juridique. Et peut-être pour ouvrir et commencer cette table ronde, Roch-Olivier Mestre, en fin de matinée, a répété qui portait sur la loi et l'avant-projet de loi un bilan et un regard globalement positif, avec un point de vigilance sur la gouvernance future du service public et le fait que ça ne devienne pas un millefeuille. On a compris que tes 4 camarades de discussion, Delphine, étaient un petit peu moins positifs dans le jugement qu'ils portent. Et donc, pour la présidente de France Télévisions, à ce stade, la réforme, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Bien, bonjour à tous. Bien, moi aussi, je porte un regard globalement positif sur ce projet de loi, parce que je pense qu'il va dans la bonne direction. Notamment, ce que j'apprécie beaucoup dans le texte qui devrait être soumis, c'est le fait que le rééquilibrage des relations entre les producteurs et les diffuseurs se fasse par le biais d'accords interprofessionnels. J'apprécie parce que c'est comme ça qu'on procède depuis maintenant quelques années et qu'on voit que ça fonctionne. Et que je pense aussi qu'on ne peut pas basculer d'un système hérité des 30 dernières années vers un autre mode brutalement, parce qu'on a besoin de diffuseurs forts, je suis tout à fait d'accord, mais on a besoin de producteurs forts aussi. Et donc il faut trouver ce moyen ensemble, je dis bien ensemble, en harmonie d'évoluer. Et le fait que la loi prévoit cette souplesse-là, finalement, cette liberté laissée aux acteurs de s'auto-réguler, de s'organiser, ça, je trouve que c'est un point très fort dans la loi telle qu'elle est présentée. Voilà. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans la loi, il y a beaucoup d'éléments, la transposition de la directive SMA qui permettent de retrouver une forme d'équilibre entre les plateformes mondiales et les acteurs locaux. Mais je crois qu'il y a un élément sur lequel on pourrait aller beaucoup plus loin. Parce que si je devais dresser un scénario un peu catastrophe de ce qui pourrait nous arriver, il me semble qu'il y a un élément qui est peut-être pas assez encore perceptible, c'est la désintermédiation. Aujourd'hui, France.tv est disponible sur une télévision connectée. On est dans le store d'Apple, on est dans le store de Google, mais finalement, rien ne les oblige à nous référencer. Or, on sait que ce mode d'accès de nos concitoyens à la télévision, via un téléviseur connecté, demain via Apple TV, via Chromecast, demain via Samsung, LG, les Coréens, il va aller en se développant. Et là, aujourd'hui, on n'a rien qui nous permette vraiment de nous assurer que, dans un futur assez proche, au fond, on ait toujours accès à nos concitoyens. Et donc je pense qu'il y a un moyen, au travers d'un article 7 bis de la directive SMA, de transposer cet article. Cet article dit qu'il y a en quelque sorte un must-carry des services d'intérêt général, au premier rang desquels, il me semble que le service public, parce qu'il est financé par les contribuables, peut rentrer dans l'intérêt général. L'information, qu'elle soit de service public ou pas d'ailleurs, c'est aussi un contenu d'intérêt général. Donc il faut sans doute s'entendre sur ce que ça veut dire. Mais je pense qu'il y a un moyen là d'inscrire dans cette loi, qui est quand même faite pour durer, des éléments très très importants sur lesquels on pourra s'appuyer demain si on se rend compte qu'on est totalement désintermédié par, comme on est aujourd'hui, désintermédié par l'interface de cet objet, on le sera demain par l'interface de la télé. Et ça, je pense qu'on ne l'a pas encore assez réalisé. Alors ça, c'est justement pour la position du service public. Maintenant, messieurs
de l'industrie privée. J'ai envie de vous poser une question que tout le monde à peu près a en tête depuis ce matin. Pourquoi cette tribune ce matin, alors qu'on pensait que tout allait bien, qu'a priori vous étiez plutôt d'accord avec les premières directions que prenait ce nouveau cadre réglementaire et cette nouvelle législation, et puis surtout, vous vouliez faire quoi? C'est une initiative de 4 mousquetaires qui veulent défendre le PAF, ou vous êtes en mode Orangina rouge? Vous êtes méchant, pourquoi? Parce que... Gilles, victime désignée. Non, on est plutôt des charmants garçons, d'ailleurs, au demeurant, donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est plutôt les attentes que vous créez. Et je pense qu'on est tous pareils dans nos entreprises, mais un gouvernement, c'est la même chose, par rapport à ce niveau d'enjeu, et ensuite, au fil de l'eau, ce que vous êtes capable de délivrer. Et là, c'est un message d'alerte, en disant, on avait tous un niveau d'attente extraordinaire, parce que c'est ce qu'on nous a dit, en disant, on va réformer, c'était un peu ce que Emmanuel Chin disait à l'instant, ça fait 30 ans que vous attendez cette réforme, donc vous avez un boulevard devant vous, et quelque part, vous allez voir ce que vous allez voir. On a envie de le faire, on a envie de le faire de façon simple, lisible, forte, etc. Et là, plus on avance dans le process, plus on se dit, la montagne va accoucher d'une souris. Donc moi, je voulais revenir sur 5 points qui me semblent assez fondamentaux dans l'évolution majeure, les raisons pour lesquelles il est urgent de bouger, et qui fait que ce n'est pas simplement pour se faire plaisir et nous faire plaisir à nous, diffuseurs, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que le monde est juste en train de basculer. Et quand on a parlé de tsunami, je pense qu'on le pense tous autour de cette table. La première chose, c'est l'évolution des usages. Ça a été déjà discuté, mais moi je reviens là-dessus, parce que le fait, ce qu'a fait Netflix, l'histoire du binge-watching, est quelque part la résultante qui fait que des acteurs financent désormais avec une qualité globale bien meilleure des contenus qui sont désormais à un autre niveau, change profondément la façon dont on va regarder les contenus dans le futur. Donc, quelque part, je perds mon rendez-vous en tant que télévision linéaire et ma série du lundi soir, etc., ou mon access tous les soirs. Non, on va le regarder le week-end et puis on va se le faire en une seule fois. Ça, c'est le binge-watching. Et puis, quelque part, à partir du moment où des séries arrivent avec des coûts de 2, 3, 5, 10 millions de dollars, quelque part, autant que nous sommes, on a quand même un peu de mal à revenir sur des petites séries, cheapos, etc. Donc, le niveau de tout le monde est en train de monter. Ça veut dire qu'on peut se féliciter du bazar de la charité, mais ça coûte très très cher. C'est 2 millions, plus de 2 millions d'euros. Et à partir de là, l'idée c'est de dire nos concitoyens rentrent dans des histoires, des personnages, des intrigues qui vont se développer sur plusieurs heures. Donc on est bien au-delà du cinéma. Et à un moment, le rapport entre l'audiovisuel et le cinéma, il est en train de changer. D'où l'interpellation, par exemple, du financement du CNC. Tout ça, c'est en train de profondément changer. La deuxième chose, et donc nos écosystèmes en tant que chaîne de télé sont absolument bousculés. Deuxième phénomène qui forcément nous interpelle, c'est qu'on a face à nous des acteurs qui sont intégrés verticalement. C'est-à-dire que les studios américains et la consolidation que vous avez sur le marché américain fait que vous avez une intégration verticale. Si ça ne suffisait pas, cette semaine, on a appris que la loi va changer aux États-Unis. Ils vont pouvoir désormais acheter des chaînes de cinéma, des salles de cinéma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on se bat dans une industrie avec des acteurs qui sont sur toute la chaîne de la valeur et que vous ne battez que sur une partie de la chaîne de la valeur, où Disney va-t-il faire son argent demain? Je ne sais pas. Mais quand il met son prix à 6,99, qui peut être considéré par certains dans cette salle comme un prix prédateur, ça veut dire qu'il fera peut-être son argent demain sur les salles de cinéma, il le fera peut-être en amont sur la distribution de ses films, on ne sait pas. Mais de toute façon, il est là-dessus. Et donc ça, c'est un changement fondamental qui va évidemment nous interpeller jusque dans les foyers français. Troisième idée, c'est qu'on n'est pas face à des acteurs qui se consolident et quelque part, on s'est toujours battus les uns et les autres contre des gens plus gros que nous. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que ces gens, dans le passé, c'était des gens qui nous apportaient des contenus qui étaient pas chers et qu'ils avaient amortis sur des dizaines de pays. Donc le fait est qu'à la fois, ils continuent de faire leur métier, mais que désormais, en allant directement chez le consommateur français, ils le touchent directement. C'est la désintermédiation dont parlait Delphine à l'instant. Fait que moi, qui m'approvisionnais historiquement de façon relativement bon marché, je suis privé de cet accès, et donc à un moment, je dois avoir accès à d'autres contenus qui vont coûter plus cher. Et donc là aussi, redéstabilisation de notre modèle, d'où le rapport, entre guillemets, qu'on peut avoir
et l'augmentation des coûts et la pression sur les coûts des contenus. Quatrième point, c'est évidemment, c'était un peu la fin de la table ronde précédente, c'est qu'historiquement ou non, ça ne fait jamais plaisir de le dire en France, mais le fait qu'on n'ait pas, nous, en tant que diffuseurs, accès à la propriété au contenu, à la propriété intellectuelle, on part à la guerre avec beaucoup moins de catalogues que la plupart des producteurs européens, puisqu'on est le seul pays où il n'y a pas... Bon, alors on a quelques droits, c'est vrai que Emmanuel Chin le rappelait, enfin c'est rien du tout par rapport à ce qu'on pourrait avoir ailleurs. Et en général, Maxime surenchérit là-dessus. Mais donc, c'est vrai... Il est prêt. Non, il est prêt. Quasiment prêt. Mais c'est vrai que donc ce rééquilibrage entre diffuseurs et producteurs, c'est pas... On a besoin de producteurs forts et on est tous d'accord pour dire qu'on a besoin de producteurs forts. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le partage de la valeur. Et à un moment, on est obligé de le remettre sur la table parce qu'ailleurs dans le monde, ça ne se passe pas tout à fait de la même façon. Donc le nerf de la guerre, c'est l'IP, mais pas que. Et alors, je finirai simplement par le cinquième point, qui est simplement que tout ça, dans un contexte d'une régulation qui, on le savait tous ici, est très en deçà de tous les pays européens, c'est les fameux secteurs interdits, qui fait que vous arrivez à ce paradoxe, mais qui est formidable, et je pense que ça doit interpeller légèrement nos gouvernants, qui est de dire, quand vous voyez les 2 premiers spots qui passent, les 2 premiers écrans sur le bazar de la Charité, c'est Netflix et c'est Amazon avec la 2e saison de Jack Ryan. Donc on est dans ce paradoxe où j'accueille sur nos antennes des produits de gens qui vont prendre de l'attention et de la concurrence de mes téléspectateurs, bien sûr, de nos téléspectateurs, alors que moi, quand je finance le cinéma français, aujourd'hui, je n'ai toujours pas le droit de bénéficier de la publicité du cinéma français. Donc on est quand même juste dans un monde surréaliste. Et quand vous voyez les propositions qui nous sont faites, de dire, mais bonne nouvelle, on va libéraliser la publicité du cinéma. Mais la façon dont on va le faire, c'est que pour pouvoir avoir un message d'une œuvre d'origine française, il faudra, enfin, vous pourrez avoir un message d'une œuvre américaine, il vous faudra une œuvre française, enfin, une espèce de quota à la vente, ce qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'économie. Mettre des quotas à l'achat, ça se comprend, des quotas à la vente, c'est quand même rare. Et c'est ça ce qu'on est en train de voir petit à petit se profiler dans cette loi. Donc je crois que notre cri d'alarme, il est plutôt là en train de dire on est tous d'accord pour réformer, on est tous d'accord pour avoir une création qui soit forte, défendre la souveraineté nationale, on n'a aucun problème avec ça, on sera là, on a envie d'être des champions français, mais le monde est en train de tellement basculer qu'on a besoin d'une loi forte. Et c'est ça ce qu'on essaye d'appeler. Peut-être pour poursuivre, interroger Maxime, qui sera sûrement tout aussi cash, mais le sujet aujourd'hui, c'est ce qui est dans le texte, c'est le décalage entre ce qui est dans le texte et les annonces du début octobre, ou c'est le fait que même début octobre, ça n'allait pas assez loin, il fallait faire plus? Je suis très énervé. Mais à chaque fois que je viens ici, j'écoute avant et je m'énerve, c'est assez marrant. Qu'est-ce que j'ai pu entendre? Alors, je rebondis sur ce que vient de dire Gilles, l'alerte. Mais il y a un enjeu de vitesse, en fait. Nous, on a été quand même précurseurs de la vidéo à la demande par abonnement avec Canal Play en France, et on s'est fait balayer en 18 mois parce que le Conseil de la concurrence nous a interdit d'avoir des exclusivités. Donc on sait ce que c'est la vitesse dans ces marchés-là. Il y a 15 ans, 2034, moi je ne sais pas me projeter à 2034, je sais me projeter à 3-4 ans, et mon enjeu, c'est de survivre. C'est ça l'enjeu de Canal. Donc on est en train de réfléchir par vague, des cycles de 3, 4, 5 ans, et comment on survit au prochain cycle. J'ai toujours dit, après les Américains, il y aura les Chinois. Hein, je rappelle, Tencent, 500 millions. Hein. On connaît bien nous, Tencent maintenant. 500 millions. Il y a 15 ans, Netflix, c'était 2,5 millions d'abonnés à un service de location de DVD dans la baie de San Francisco. C'était ça. La capitalisation boursière d'Amazon, c'était à peu près 15 milliards. Aujourd'hui, c'est 900 milliards. Ça, c'est il y a 15 ans. En 6 mois, on aura Apple, TV+, Disney+, HBO Max et Peacock qui vont se lancer. 4 services qui, chacun disent, on ira chercher entre 50 et 100 millions d'utilisateurs. Et à mon avis, c'est plutôt bas de fourchette. Ça, c'est 6 mois, entre novembre et le dernier qui se lance, c'est en mai de l'année prochaine. Donc nous, on voit tout ça arriver. On nous dit, en effet, on va réformer, on va avoir un projet industriel. C'est très théorique ce qu'on a entendu tout à l'heure, pardon, mais moi, je vais être concret. Les Sauvages, on a combien de droits sur Les Sauvages, notre série qu'on a diffusée, qu'on adore? 0%. Les Revenants, 0%. Versailles, 0%. Versailles, je vous rappelle qu'aux États-Unis, c'est un Netflix original. Voilà, on en a financé, nous, plus de la moitié.
Je peux vous citer des exemples à l'appel, le bureau des légendes, 2%. Voilà, ça c'est la réalité. Quel est le problème? Le problème, c'est que le modèle des Américains, il est génial. C'est un modèle génial. Internet a permis de mondialiser, voilà, donc on est mondial. Et on amortit des coûts de contenu maintenant pour Netflix de 15 milliards sur une base mondiale. Il l'a dit tout à l'heure, il a raison. Family Business, voyage partout dans le monde, c'est génial. Ils ont dépensé le prix d'une série française et ils l'amortissent sur les 100 ou 150 pays, 158 millions d'abonnés au dernier comptage qu'ils ont. Nous, notre enjeu, c'est ça. C'est pas est-ce qu'on va travailler avec des producteurs indépendants ou pas. Évidemment qu'on va travailler avec des producteurs. C'est pas l'enjeu de il faut qu'il y ait des producteurs indépendants. C'est oui, fait de la télé. Nous, 95% des projets qu'on fait, c'est avec des producteurs indépendants. Donc il ne s'agit pas pour moi d'acheter des producteurs indépendants. Je veux évidemment continuer à travailler avec eux. C'est pas ça l'enjeu. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qui va distribuer les contenus français dans le monde. C'est ça l'enjeu. Nous, aujourd'hui, on a transformé le groupe Canal. Il y a 5 ans, on avait 11 millions d'abonnés. Maintenant, on a 20 millions d'abonnés. On est dans 40 pays. On a une appli qui s'appelle MyCanal. Dans 2 ans, on l'aura déployée au plan mondial sur toutes nos géographies. Donc, on a la capacité de distribuer ces contenus. Qui va le faire? Est-ce que c'est un petit producteur indépendant ou est-ce que c'est nous? C'est ça la question. Sauf que juste, si vous me permettez, le producteur Maxime, indépendant, quand il va vendre le contenu à un autre. Prenons un exemple. Fédération, je les aime beaucoup. Bureau des légendes. Ouais. Ils vont vendre peut-être Bureau des légendes à quelqu'un. À qui ils vont le vendre? À Amazon ou à Netflix, donc à nos concurrents. Donc on devrait financer une série à 70-80% qui finirait dans les géographies où ils nous concurrencent sur des plateformes concurrentes de Canal. Mais ça n'a aucun sens. C'est ça qui ne va pas. On est bien d'accord que le nerf de la guerre, on le disait tout à l'heure, c'est l'IP. Mais là, c'est avec votre casquette de diffuseur et de producteur, vous êtes en train de parler. Si vous mettez votre casquette de distributeur, aujourd'hui, sur Canal Play, on peut retrouver Netflix et peut-être bientôt Disney+, parce que vous êtes en négociation. Donc c'est quand même un peu schizophrénique à un moment. Alors ça, la schizophrénie dans nos métiers, si on ne la maîtrise pas, je veux dire, on a été concurrencé par des opérateurs télécoms sur les droits sportifs qui sont les premiers distributeurs de Canal+. Donc il faut être un peu pragmatique et flexible. Et en effet, on a un métier qui est agrégateur de contenu. Et on s'est transformé, je le disais, transformation digitale du groupe Canal+, pour accueillir Netflix et peut-être un jour, je l'espère, d'autres plateformes. Donc ça, oui. Mais le sujet ne se limite pas à ça. Nous, Canal, on investit 3,2 milliards d'euros par an dans la production de contenu. On produit 106 films exactement en France l'année dernière qu'on a financés via Canal+, 30 films qu'on a financés via Studio Canal, donc à peu près 130 films. On a investi 400 millions d'euros en production de séries. On a 10 sociétés dans lesquelles on a des participations partout en Europe. Donc je veux dire, on est, je l'ai dit ici, je l'ai dit plusieurs fois, on dépense plus d'argent que tous nos collègues réunis en contenu, à part monsieur qui est très riche là, opérateur télécom que j'aime beaucoup. Voilà. Donc on est aussi producteur. Donc on sait ce que c'est. Et encore une fois, nous, il ne s'agit pas de prendre tous les droits à recettes d'Emmanuel Chin. Ce n'est pas mon enjeu. Mon enjeu, on est prêt à partager les recettes. Ce n'est pas l'enjeu des revenus derrière. L'enjeu, c'est l'enjeu de l'exploitation. Est-ce que face à des acteurs comme Netflix, qui sont aussi nos concurrents, même si ce sont nos amis, maintenant, est-ce qu'on peut exploiter des séries à la demande et pas se retrouver comme on s'est retrouvé nous, où le Bureau des légendes, saison 4 sort, qu'on a financé à 70% pour un peu plus de 15 millions d'euros, mais la saison 1, on n'a plus les droits. C'est ça la question. Est-ce que le Bureau des légendes, c'est Canal qui l'a financé, qui doit l'exporter partout dans le monde, ou est-ce que c'est Netflix, Amazon ou un autre pour une bouchée de pain, parce que les producteurs ont voulu faire un meilleur deal en dernière minute avec une plateforme concurrente de Canal? Mais ça, c'est pas de la faute des plateformes, c'est de la faute des trous dans la raquette de la législation. Je désespère quand même pas d'arriver à un moment à avancer aussi sur des points de proposition ou des choses plus concrètes par rapport aux annonces. Donc Gilles a fait les 5 raisons de la colère de Maxime. Et peut-être, Alain, j'aurais plus de chance sur, encore une fois, dans ce qui a été annoncé au début de l'automne, dans ce qu'on lit aujourd'hui, sachant qu'il manque toute la partie décret qui est la plus concrète. Qu'est-ce qui est à prendre, qu'est-ce qui est acheté et qu'est-ce qu'il manque éventuellement? Je vais essayer de le dire. Je vais en même temps revenir sur ce que mes camarades ont dit, parce qu'évidemment, on a la même vision, mais en le répétant, on sera peut-être tous... plus clair encore. C'est vrai que j'aime l'expression de tsunami, c'est ce qui se prépare. C'est normal, c'est dans tous les métiers comme ça. Il y a depuis 25 ans une révolution digitale, elle ne fait que s'accélérer, elle touche tous les métiers et elle touche aussi le secteur de l'audiovisuel. On n'est pas là pour pleurnicher d'ailleurs, on s'adapte et puis on avance. Il faut être positif. Et d'ailleurs, dans le digital, il y a évidemment des choses qui sont positives. BFM TV peut être vu sur tous les écrans, partout, en mobilité.
La fibre, pour un opérateur télécom, c'est une opportunité extraordinaire, mais tout ça va quand même bouleverser le secteur. C'est vrai qu'en 2020, il va y avoir des changements considérables. L'arrivée de toutes les plateformes qui vont faire beaucoup de publicité à la télévision, et ça, on s'en réjouit par avance. C'est aussi des nouveaux acteurs dans le paysage qui n'ont pas les mêmes règles que nous et qui vont avoir un impact très fort sur les audiences de la télévision. On l'a vu déjà dans d'autres pays européens, on le voit aussi aux États-Unis. Mais c'est vrai que la nouvelle proposition qui est faite aux téléspectateurs, d'avoir accès à d'autres sources de programmes de qualité, sans publicité, pour un prix finalement qui est très bas, qui vient concurrencer d'autres acteurs payants d'une façon, je dirais, inéquitable, c'est vrai que ce sont des bouleversements très importants. Donc l'enjeu, puisque c'est la question qui est posée cet après-midi, l'enjeu de la loi, c'est être à la hauteur des challenges qui se présentent pour le secteur. Et si la loi va dans la bonne direction, on est tous d'accord avec ça, moi je considère aujourd'hui qu'elle n'est pas à la hauteur des transformations qui se présentent à nous. Et donc l'enjeu, c'est bien ça. Et quelle est la solution ? Elle est simple, elle est très simple. Et moi je considère que la loi ne répond pas encore aujourd'hui, le projet de loi. Il s'agit d'un projet de loi. Ce projet ne répond pas encore à cette problématique, c'est-à-dire que les médias audiovisuels français et tous les acteurs de l'économie de l'audiovisuel soient traités d'un pied d'égalité par rapport aux GAFA. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça, je dirais, c'est pas négociable. Il n'y a pas de raison que les GAFA aient des avantages auxquels nous n'ayons pas accès. Moi, j'ai rien contre les GAFA, parce qu'en plus, les GAFA, ils respectent les lois. Mais les lois pour les GAFA ne sont pas les mêmes que pour nous, que ce soit les lois fiscales ou les lois de notre secteur. Et ça, c'est pas normal. Alors, soit on applique aux GAFA des règles qui sont les mêmes que les nôtres, soit on assouplit nos règles. Mais aujourd'hui, le premier acteur de la publicité locale en France, c'est Google. Le premier acteur de la publicité du cinéma, c'est Google. Et nous, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oui, on va ouvrir le secteur du cinéma, mais il y aura des règles. Mais ce n'est plus acceptable, ce n'est plus négociable. Le cinéma, si ça n'avance pas, nous on ira régler le problème devant l'autorité de la concurrence ou à Bruxelles. Pourquoi le secteur de l'affichage a accès au cinéma et pourquoi la télévision qui contribue au financement du cinéma n'aurait pas le droit à accueillir les annonceurs du cinéma sur ses antennes ? En plus, moi j'ai une conviction, évidemment elle est intéressée mais elle est honnête, en tout cas c'est ce que je pense, c'est que c'est bon pour le cinéma d'avoir accès à la télévision. On est encore sur le principe que seuls les studios américains auraient accès à la télévision. C'était vrai quand les décrets ont été publiés en 92, parce qu'à l'époque, il n'y avait que TF1 et M6. Aujourd'hui, il y a 27 chaînes sur la TNT. Une campagne de pub, on m'a présenté hier un projet de tarif pour le cinéma, une seule journée, avec 12 messages dans la journée, 15 000 €. Mais c'est donné. Et c'est possible pour tous les films, pour tous les petits films. Il y a des campagnes plus ambitieuses et plus chères, mais je veux dire, il y a des accès qui ne sont pas chers. Et je suis sûr que pour des petits films français, des petits budgets, parce qu'il n'y a pas de petits films, des plus petits budgets, c'est une opportunité fantastique de se faire connaître. Qui est capable de citer plus de 2 films qui sont sortis mercredi hier ? Toi, parce que tu t'inquiètes. Parce que tu en avais au moins 2 dans le line-up. Donc, grâce à la télévision, c'est aussi une façon de faire connaître les films qui sortent. Il y a aux États-Unis, le cinéma est le 3e secteur qui investit le plus à la télévision. Et aujourd'hui, nous, en France, on s'en prive, alors que le secteur va être confronté à grandes difficultés. Le problème de ce projet de loi, c'est qu'encore aujourd'hui, il oppose trop les uns par rapport aux autres. Les producteurs aux diffuseurs. Donc on a essayé de donner du plus à chacun d'entre nous, finalement en nous opposant. On donne des choses aux acteurs des marchés locaux contre les médias nationaux. Mais tout ça, ça se passe entre nous, alors qu'on a sans doute besoin d'une certaine solidarité pour s'organiser face au tsunami digital qui arrive. Et c'est là où la loi n'est pas à la hauteur. Alors pour être constructif, moi je suis convaincu que le gouvernement, que Franck Riester sont de bonne volonté. Mais par contre, je suis convaincu aussi que le projet de loi n'est pas à la hauteur des enjeux. Il est encore temps de bouger, de travailler ensemble, de se réunir autour d'une table entre les différents acteurs pour voir comment on peut faire des choses ensemble, pour s'organiser face aux acteurs du digital. Et donc, tout est possible. On boucle ce cahier de doléances tout en restant constructif avec Thomas. Et ensuite, on ira vers la réaction de Delphine. Alors, vous nous avez invités à une conférence qui s'intitule 2034. Bon. Donc, je propose qu'on se projette en 2034, si ça vous convient. Donc, nous sommes tous en 2034. Souvenez-vous,
C'est une petite fiction d'anticipation. Je vous assure, c'est une fiction courte sur M6, 3 minutes 30. Donc souvenez-vous, en 2020, le gouvernement français avait décidé de prendre le taureau par les cornes pour faire face à la mainmise progressive des Américains sur les plateformes et sur la consommation de programmes de télévision. Il faut se souvenir comment c'était à cette époque-là. Et à cette époque, le gouvernement avait constaté que la croissance de la consommation de programmes de télévision entre 2010 et 2019 avait cru de 30%. Jamais les Français n'avaient consommé autant de fiction et de programmes de flux sur le linéaire et le non-linéaire. Une croissance d'un marché de 30% en 10 ans. Opportunité fantastique. Le gouvernement avait constaté que les télévisions européennes investissaient en 2019 15 milliards d'euros dans les programmes. Et le gouvernement avait également, à l'époque, pris acte que les seuls acteurs dont on est sûr qu'ils ne passeraient pas aux mains d'Américains ou de Chinois, ce sont les diffuseurs télé, parce qu'il y a une loi qui a été votée en 1986 qui dit que la détention de capital par des extra-européens est plafonnée à 20%. Donc finalement, ils se sont dit que si les catalogues sont détenus par le diffuseur, c'est une bonne opération pour éviter que ça arrive que certains producteurs se vendent à des sociétés étrangères ou que des fonds chinois, des fonds américains sont très intéressés par les producteurs. Donc, prise de décision, il faut absolument donner une chance à ce secteur face à un marché en explosion fantastique. Donc, il est décidé de prendre deux types de mesures. Une mesure en aval et une mesure en amont. La mesure en amont, c'est plus de financement, en se disant finalement, si les acteurs ont plus d'argent, ils vont être plus efficaces sur le marché. Alors, sur l'idée d'ailleurs d'Alain Veil, qui, 15 ans avant, NPA avait dit qu'il fallait un accès équitable à la publicité, on s'est décidé à donner un accès équitable, c'est-à-dire que les chaînes de télévision avaient les mêmes droits que les GAFA sur la pub. On ouvre les vannes de la publicité. Les secteurs interdits sont levés. L'accès de la pub pour le cinéma, la grande distribution, le livre. Parce qu'on avait fait une autre constatation également, c'est que la pub, quand elle va chez les diffuseurs, 27% du chiffre d'affaires publicitaire retourne à la création, pas 27% du coût des programmes, 27% de la pub. Alors que quand la pub est investie chez Deco, chez Google ou chez Facebook, il y a 0% qui retourne à la création. Donc, première décision, accès équitable à la publicité. Il y a même eu une mesure courageuse pour défendre la PQR, c'est de créer des secteurs interdits pendant 2-3 ans chez Google et Facebook. Ça, c'était une mesure protectrice de la PQR, c'était plutôt une bonne idée. Et puis, autre chose, on a donné la possibilité aux diffuseurs de faire de la publicité adressée avec les adresses pour avoir un savoir-faire qui était équivalent au savoir-faire des GAFA. Alors, ça a permis aux diffuseurs de rattraper leur retard en matière de data et de ne pas laisser les GAFA, les seuls GAFA, travailler sur ce nouveau pétrole qui est la data. Les diffuseurs ont pu y avoir accès. C'était une mesure extrêmement importante qui fait qu'on a rattrapé notre retard. Il y a même eu pour le service public une décision sur la redevance. Elle n'a pas augmenté, mais son assiette a augmenté. Donc le service public est devenu presque aussi puissant que les autres services publics européens. Donc c'était absolument formidable. Et puis, deuxième décision, se sont rendus compte, le gouvernement, que finalement c'était un appel d'air, un bol d'air fantastique pour la production française, pour la détention des catalogues, mais pas simplement. Parce que ça a permis aussi aux chaînes de télévision de continuer à faire de l'information. Parce qu'on s'est rendu compte, sur ces 15 dernières années, entre 2020 et 2034, que l'influence des réseaux sociaux, des fake news était considérable, mais surtout des sites d'information étrangers. Et finalement, en 2019, 20 millions de Français regardent chaque jour un JT des chaînes de télévision, sans compter les chaînes d'infos, 20 millions. Ça, on s'est dit, c'est quand même important qu'il continue à y avoir une information de qualité sur les chaînes de télévision. Et donc, il était important qu'ils aient toujours du financement. Bon, donc, pour la démocratie, c'était pas mal non plus, pas simplement pour l'industrie des programmes. Voilà, et puis, autre décision, 20 ans après les États-Unis, on a décidé de réconcilier producteurs et diffuseurs. Alors, il y a eu une loi pour protéger les producteurs indépendants. Ça, c'est important pour la créativité. Alors, les producteurs indépendants, mais indépendants des diffuseurs linéaires et des non linéaires. Mais pour les autres, ça a permis, pour le reste, ça a permis aux diffuseurs de détenir la propriété ou la copropriété, en fait, de leur programme. Parce qu'on est allé vers une plateformisation. Et qu'est-ce que c'est qu'une plateforme ? La plateforme, c'est
la détention de catalogue. Parce que vous savez que le marketing des plateformes, c'est les nouveaux programmes. La consommation des plateformes pour 90%, c'est les catalogues. Si nous ne détenons plus les catalogues, il n'y aura plus de plateformes dans une consommation qui sera de plus en plus délinéarisée. Donc face à des groupes qui sont de plus en plus intégrés, y compris maintenant avec les salles de cinéma depuis avant-hier, face à des groupes internationaux sur un marché totalement international, si on ne donne pas la priorité non pas aux diffuseurs, mais au système français, je ne suis pas certain que nous serons là, enfin sauf peut-être Nicolas, mais en 2034. Non, plus sérieusement, si nous voulons, puisque nous étions en 2034, avoir encore pour ton prochain colloque, NPL Figaro, si on veut avoir des acteurs français, on a intérêt quand même, il y a une situation d'urgence à remettre en selle le financement et les règles du jeu et les simplifier de telle manière de se battre à armes égales. Delphine, c'est une fiction dont vous seriez spectatrice ou actrice ? Alors, justement, moi, je voulais revenir là-dessus parce que, bon, c'est tout à fait logique qu'on focalise le débat sur la réglementation, la loi, puisque c'est d'actualité, mais on est dans un système européen où, en fait, notre succès reposera à la fois, certes, sur une régulation et un système législatif puissant, mais aussi sur des démarches intelligentes des acteurs économiques. Et de ce point de vue-là, moi, ce que je rajouterais peut-être à la fiction très, très amusante et par certains égards très juste de Thomas, c'est qu'il y a quand même une réalité dont on parle, je trouve pas assez, c'est la problématique de notre taille. On est tout petit. Et on parle évidemment des asymétries de régulation, mais la vérité, c'est que si Netflix est puissant, c'est qu'il a un marché domestique hyper puissant qui lui permet de prendre appui sur ce marché domestique pour aller conquérir le monde. Alors que nous, on est tellement englués dans notre marché domestique qu'on a encore moins les moyens d'aller conquérir le monde, sauf Canal qui a déjà des implantations importantes. Non, mais c'est un actif très, très important, hein. Je dis ça au premier degré. Et donc, je pense que ces colloques, c'est aussi peut-être l'occasion de se dire qu'il faut qu'on aille encore beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui vers des alliances. Alors, on en a une avec mes deux camarades là, qui est très importante pour nous, qui est Salto, mais je crois qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Il faut que cette logique de savoir comment on s'épaule sur notre territoire français, elle soit très forte. Et alors, un petit clin d'œil pour Maxime, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Mais c'est vrai, c'est rageant d'avoir sur Netflix des trucs que tu n'as pas à la télé. Exemple, le cinéma. Hein, donc si Canal voulait bien nous laisser un peu de replay du cinéma sur France.tv, hein, alors qu'on finance quand même 60 millions par an le cinéma français, je trouve que ça irait dans le même sens, tu vois, que ce que tu dis sur le reste, Maxime. Voilà. Bon, non, mais ça c'était un petit clin d'œil. Mais là où je veux en venir, c'est que même si on raisonne à l'échelle française, même si dans la salle là, on était tous alliés, ça suffirait pas, parce que le marché français est trop petit. Et donc il faut qu'on trouve le moyen d'aller considérer qu'on va avoir à un moment des acteurs européens qui sont capables d'opérer sur un marché domestique qui est l'Europe. Et pour ça, il y a des freins objectifs, parce que les Européens ne parlent pas la même langue, hein, ils n'ont pas exactement la même culture, et donc il y a des freins technologiques, il y a des investissements technologiques à faire, en traduction instantanée, en algorithmes qui respectent la vie privée et la gestion des données RGPD, en cloud, etc., etc. Et je pense qu'il faudrait qu'on soit capable de concentrer aussi notre attention là-dessus. Et pour finir... Pardon, Delphine, juste j'ajouterais aux barrières les aspects juridiques. Vous l'avez vécu avec Salto au plan national, au plan européen. Oui. Jusque-là, la Commission ne s'est pas montrée particulièrement favorable au rapprochement d'acteurs. Alors c'est pas la Commission en fait, la Commission n'est pas en cause. Je trouve qu'elle a plutôt été de bonne volonté en vrai. Non. C'est notre réglementation européenne où on fait un maximum de concurrence sur les marchés domestiques. C'est la même chose chez Telco. J'ai vécu ça 25 ans. Hein. Et on assèche les acteurs locaux qui du coup n'ont plus les moyens d'aller conquérir le monde. Et pour finir, je voudrais dire que moi j'attends un truc
truc vraiment avec beaucoup d'impatience, c'est que les Chinois arrivent sur notre marché. Parce que là, c'est les Américains, donc on n'a aucun problème culturel avec les Américains, c'est les alliés. Mais quand c'est les Chinois qui vont arriver, on va se rendre compte que cette guerre dont on parle, c'est pas juste une guerre du secteur audiovisuel. C'est une guerre de souveraineté culturelle, c'est une guerre de souveraineté économique. Voilà, donc j'ai hâte que les Chinois arrivent. Eh ben, je vous rappelle que la 3e application la plus téléchargée au monde, elle s'appelle TikTok. Elle s'appelait avant Musical.ly. Elle a été rachetée par un groupe qui s'appelle ByteDance et qui est bel et bien chinois. Je voulais dire qu'ils sont déjà là, les Chinois, si je peux me permettre. Complètement. Nous, on est bien placés pour le savoir sur le sujet de la Ligue 1. J'ai vu qu'il y avait Didier Quillot dans la salle, mais petit clin d'œil. C'est un contenu, hein, la Ligue 1, tu sais, important. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Delphine, par définition. Et sur l'enjeu de souveraineté. On a beaucoup parlé d'économie, on a beaucoup parlé d'industrie, on a parlé tout à l'heure des droits et de la compétition et de notre compétitivité par rapport aux plateformes, mais il ne faut pas oublier cet enjeu de souveraineté. Vous regardez le box-office mondial du cinéma, et je sais qu'en série c'est pareil, où sur les 10 premiers box-office mondiaux, vous avez 8 Américains, et cette année ça sera exceptionnel, on aura 8 Disney. Voilà. Les 8 premières places, c'est magnifique. Et on aura 2 Chinois. Et l'année dernière, c'était pareil. Et l'année prochaine, ça sera pareil. La Chine est devenue le premier marché mondial du cinéma, en 19. Voilà. Et les Américains ont réussi à pénétrer le marché chinois. On ne dit pas assez. Ils font maintenant des scores sur les Avengers qui sont des centaines de millions de dollars sur le marché chinois. Le Avengers, qui est numéro 1 de la liste en 18 et qui fait 1,7 milliard, il en fait 400 sur le marché chinois. Donc c'est un truc incroyable. C'est-à-dire que l'hégémonie culturelle des Américains, elle s'est renforcée sous l'effet de la concentration, sous l'effet des plateformes. Voilà. Et donc nous, notre enjeu, c'est un enjeu là encore de survie et de souveraineté culturelle. Et quand on parle de faire circuler les contenus dans lesquels on investit, en langue française, hein, je rappelle, nous on est très investis notamment par exemple sur les, vous le savez, sur les pays francophones d'Afrique subsaharienne. On est dans 23 pays, on a 4,5 millions d'abonnés là-bas maintenant. C'est un enjeu de souveraineté culturelle. Voilà, c'est aussi très 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 important, et de soft power. Moi, je rajouterais simplement pour rebondir, c'est qu'en plus, on n'est pas resté les 2 pieds dans le même sabot. C'est-à-dire que je pense que toutes nos entreprises sont en train de se réinventer. Quand je prends un groupe comme TF1, la façon dont on est allé dans la production indépendante, certes en France, mais que depuis, on a racheté une société en Belgique, Undercover, qui est sur Canal, et produit par Domain Scène, qui est un studio belge. On vient de racheter une société au Canada, qui va consolider, alors on avait déjà une présence dans l'animation avec Blue Spirit, et là ça sera les téléfilms avec Real One. On prend énormément de risques. Quand on fait ensemble Salto, c'est vrai que c'est quand même une première nationale, voire mondiale pour nous, de s'associer entre nous. Et quand on fait confiance à M6 pour faire la plateforme entre TF1 et France Télévisions, et en disant on confiera la plateforme Salto à ce qu'a fait déjà formidablement M6 et le groupe Bertelsmann, c'est quand même des trucs assez nouveaux et inédits dans l'histoire d'un groupe comme TF1, je peux vous le dire. Donc on est en train de franchir des barrières et des avancées qui font vraiment bouger les lignes. Et là, le décalage, c'est de se dire, face à ça, où vraiment on est tous à réinventer nos groupes, à faire face à ces enjeux totalement nouveaux, voilà, on a besoin aussi d'une législation nationale qui, quelque part, tienne compte de ces changements et aussi nous permettent de bouger, mais avec un peu plus d'agilité par rapport aux enjeux qu'on vient de décrire. Donc je crois qu'il faut aussi tenir compte, et j'espère que nos gouvernants l'entendent, en se disant, là, on a des champions qui essayent de se débattre, mais la marée monte. Si on ne veut pas qu'ils se noient complètement, il faut les aider. Avec, je rappelle ce que disait Thomas, il y a un enjeu à la fois de souveraineté sur les contenus. Moi, je rappelle aussi l'enjeu, et je te rejoins, sur la presse, parce qu'à la fois nous affaiblir, c'est quand même affaiblir des groupes tout autant que nous sommes, qui sommes présents dans des rédactions, dans la presse, et qui sont cette pluralité qui fait la force de notre pays. Et ça, c'est important dans un enjeu. Si on n'a pas envie d'être dominé demain par une pensée unique américaine, voire chinoise, moi, j'aimerais bien quand même que nos enfants puissent réfléchir avec des médias qui pensent français. Thomas, puis Alain. Juste un mot, parce qu'il y a une petite musique qui dit que les plateformes étrangères vont prendre le relais de la création française, hein, et que c'est finalement pas si mal. Hein. Mais attention, ceux qui ont négocié déjà avec des Américains savent de quoi il s'agit.
vous le savez très bien, c'est une illusion totale. Les plateformes, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent de la production exécutive. Elles vont peut-être faire 2 ou 3 productions déléguées. Elles veulent de la production exécutive. Elles veulent les droits internationaux. Ils touchent 165 pays. Quand on demande à un acteur français de prendre 36 mois ou 42 mois de droit pour la France uniquement, et que pour les mandats, il y a une priorité aux producteurs pour l'ensemble de la production, ou en tout cas 75% de la production, moi je veux bien qu'on parle de souveraineté, mais on marche à l'envers. À l'envers. Or, vous avez des acteurs ici qui financent la création française, qui mettent 3,5 milliards, sans parler de Canal et sans parler d'Alain Veil, uniquement les chaînes historiques, sans parler donc des chaînes de la TNT et sans parler de la télévision payante, uniquement la télévision en clair, c'est 3,5 milliards sur la table. Sauf que cet argent, il ne va pas constituer ni des plateformes, ni des catalogues, ni des droits. Voilà. Donc il y a une asymétrie qui est gravissime. Elle est importante en amont, on l'a vu, parce qu'on n'a pas les mêmes droits. Elle est asymétrique également, y compris dans le projet de loi, dans ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais heureusement, c'est un projet de loi. C'est pour ça que je me suis placé en 2020. Je suis certain qu'on peut rebondir. La France est en Europe. Regardez ce qu'on a fait avec la cinématographie française. Toutes les cinématographies européennes sont tombées parce que le modèle qui était fait en 86, il a permis de défendre le cinéma français. Eh bien là, en ce moment, on est exactement dans la même situation. Et moi, je vous dis qu'on peut aller vers des acteurs européens qui vont se défendre et des acteurs français qui peuvent éventuellement disparaître en tant que producteurs et diffuseurs. Donc c'est cet enjeu qui est en cause. Il faut faire attention en aval et en amont. Avant d'aller vers l'homme qui valait 3 milliards, Alain Veil, je vais me faire l'avocat du diable puisque les plateformes ne sont pas présentes autour de cette table pendant qu'on se parle. C'est quand même aussi une question de modèle économique drastiquement différent. Le fait de prendre des droits monde sur une série, une fiction, un unitaire pour certaines plateformes comme Netflix, elles vont vous expliquer que c'est aussi parce que la création, cette création-là, ils la financent uniquement, mais pas que, par l'argent de leurs abonnés. Ça va être différent quand on prend le cas d'un Amazon, par exemple, dont en réalité la partie fiction, la partie création, la partie contenu n'est pas uniquement financée par les abonnements sur Prime, mais par le e-commerce et même par le cloud, puisque c'est la véritable vache à lait d'Amazon. Et ça va être encore différent si on prend le modèle de Disney+, ou de Peacock, ou HBO Max. Voilà, plein de modèles business différents qui expliquent aussi des façons différentes d'aller chercher les producteurs sur leurs droits. Et puis surtout, pas besoin de répondre à une chronologie des médias. Petite chose, autre différence dont on parle jamais. Quand on dit qu'une plateforme va mettre 1 million ou 2 millions d'euros par heure et qu'une chaîne française va mettre 1 million, 1,5 million par heure, on oublie que la chaîne française donne 1,5 million pour faire cette production, mais en plus a donné 5% de son chiffre d'affaires au CNC qui va aller à la société de production, a donné 5% de son chiffre d'affaires pour payer les auteurs. À chaque rediffusion, repaye les comédiens à chaque rediffusion avec salaire, congés payés, etc. Et à des obligations de production. Mais ça, je mets ça à part. Bon, donc, le 1,5 million, est-ce que c'est le même quand on achète des droits monde pour Netflix ou pour Amazon ou n'importe qui, ou quand TF1, M6 ou France Télévisions, 1,5 million, en oubliant tout le reste qui est versé en plus. Donc, pour des droits inférieurs. Donc, il est temps de se reprendre. Et c'est pas opposer producteurs et diffuseurs. Les producteurs américains sont très riches et ils sont liés à des diffuseurs. Et les créateurs américains, les executive producers, ceux qui font les séries, les films que vous voyez, ils sont très riches, ils sont très puissants. Mais ce n'est pas eux qui détiennent les droits. Parce que les droits, c'est Disney et Fox qui les détiennent et qui les vendent dans le monde entier. Et ça n'empêche pas ni la richesse, ni le partenariat, ni l'intéressement au succès. L'éclairage que je pourrais peut-être donner pour compléter, c'est un éclairage plus technologique, avec ma casquette SFR, parce que finalement, dans les transformations, dans le tsunami qui va se passer dans la télévision, il y a aussi des enjeux de distribution. L'arrivée de la fibre, ça va totalement changer les habitudes aussi. Et ça va très vite. Aujourd'hui, c'est près de 15 000 prises de fibre qui sont livrées par jour en France. En 2025, 80% de la France sera fibrée, donc c'est bientôt 2025. Et 2027, c'est 100%. Quand on dit 100%, ça veut dire les campagnes, les villages, presque toutes les fermes isolées, c'est les engagements que prennent les opérateurs. Ça va aller très vite. Le processus de développement de la fibre, de déploiement de la fibre est totalement industrialisé aujourd'hui chez les grands opérateurs qui le font. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 5 ans, l'hertzien va peser beaucoup moins, voire très peu.
Et dans 10 ans, l'hertzien ne pèsera plus rien parce que la façon de consommer la télévision, c'est d'avoir accès aux plateformes, c'est d'avoir accès au replay, ce que l'hertzien ne permet pas aujourd'hui. Donc, partout en France, les gens qui utilisent l'hertzien vont basculer vers la fibre. Donc, ça va accélérer le changement des habitudes. Tout n'est pas négatif, mais ça veut dire que la loi doit impérativement s'adapter par rapport à ces changements. Et si je parle de la fibre, ça me permet encore une fois de revenir à l'asymétrie entre les acteurs français et les acteurs internationaux. Quand je me déplace dans les régions pour pitcher devant les élus, pour obtenir une délégation de service public de déploiement de la fibre dans un département, on dit aux élus, bon, vous êtes impatients, vous nous dites qu'aujourd'hui, les gens réclament la fibre avant des places dans des crèches. C'est ce que nous disent les élus. C'est vraiment la priorité de tous les Français d'avoir accès à la fibre. Parce que dans les familles, les enfants réclament un accès Internet à très haut débit. Les parents veulent avoir accès aux plateformes dont ils voient les publicités sur nos chaînes. Donc il y a une pression très très forte. Mais quand on rencontre les élus, on leur dit, bon, vous allez payer, on va payer aussi, on aura des subventions européennes, françaises, régionales, départementales, c'est formidable. Les seuls qui ne payent pas, c'est ceux qui vont utiliser le plus les infrastructures. Donc c'est vrai qu'il y a la neutralité du net qui a été créée, qui est un beau concept, mais finalement, derrière ce concept un peu tabou, on cache des choses très très différentes. Et il faut bien voir que sur nos réseaux, par exemple aux États-Unis, où le marché est un peu plus mature qu'en France, à 18h à New York, sur Cablevision, notre réseau, 80% de débit, c'est Google et Netflix. Et eux ne payent rien du tout, sous prétexte qu'il y a la neutralité du net. Et ça pose aussi un problème, parce que finalement, c'est faciliter leur accès. Moi, je n'ai pas du tout de problème avec ça. Le patron de Netflix est un type génial. En plus, j'aime beaucoup cet exemple, parce que c'est le seul nouvel entrant, le seul nouvel acteur qui finalement a révolutionné son propre système. Ce n'est pas un nouvel entrant, c'est un type qui a su se transformer. Donc il est encore plus intelligent que les autres, mais il bénéficie davantage, pour ne pas dire d'une naïveté des Européens, comme tous les GAFA, qui est un énorme préjudice pour nous. Et pour finir sur les plateformes, on parle souvent des séries, on parle du cinéma, mais il faut bien voir que sur les plateformes demain, il y aura des programmes de télévision normaux. J'ai vu ce matin, allez voir, c'est pas mal du tout, sur Apple TV+, le programme littéraire, l'émission littéraire d'Oprah Winfrey, c'est un style jamais vu chez nous, qui est très étonnant. 1 heure avec un écrivain américain. Donc ce sont des véritables émissions de télévision. Moi, Top Gear, je me bats avec le CSA. On dépense 400 000 € par heure pour une chaîne de la TNT sur Top Gear, qui est le programme phare de RMC Découverte. Et le CSA me dit, ce n'est pas un documentaire. Donc ça ne rentre pas dans vos obligations de faire du documentaire. C'est fou. Et à côté de ça, les plateformes arrivent sans règles. Donc je ne suis pas là pour me plaindre. Je suis là pour dire que la loi, elle doit permettre l'égalité de traitement entre les GAFA et les entreprises audiovisuelles françaises. C'est le minimum. Juste un mot avant de redonner la parole à Gilles Pélisson sur l'aspect programme de flux au cours des 4 dernières semaines qui se sont écoulées. Je crois qu'Amazon a annoncé le lancement de 4 programmes en France et Netflix 2 ou 3. Enfin, donc effectivement, clairement, les frontières ne s'arrêtent pas demain, ça sera à la fiction. Et demain, ça sera le sport, et on n'a pas encore vu ce qui va arriver sur le sport, etc., etc. Moi, je voulais simplement rebondir en disant, quand on écoute tout ça, et notamment par rapport à l'enjeu des plateformes et des GAFA, c'est qu'il y a un boulevard pour les gouvernements. Si vous êtes au gouvernement, je salue le départ du député, ou du sénateur Leleu. Sénateur Leleu, mais vous avez un boulevard. Aujourd'hui, vous avez un gouvernement qui a eu le courage de s'opposer sur pas mal de choses. La RGPD. Bruno Le Maire a été un des premiers à vouloir taxer les GAFAN, pour aller dans le sens de ce que disait Alain, c'est-à-dire est-ce qu'on considère à un moment les GAFAN comme devant avoir les mêmes règles du jeu que nous, à minima. Mais une fois que ces positions sont prises, qui est un phénomène mondial, on est face à Google, personne ne sait comment gérer ça, en se disant de toute façon, voilà, on a juste par rapport à l'ensemble des sociétés et des pays, je ne sais pas si c'est un monstre, mais quelque part un acteur qui est ultra dominant, et on n'a jamais vu ça dans le monde. Amazon, pareil, Amazon désormais est un acteur ultra dominant dans le monde. Bon, on les a laissés arriver, et Netflix est arrivé à une taille qui aujourd'hui ne pourra plus être rattrapée. Elle pourra être rattrapée que par quelques studios américains, etc. Donc ça veut dire qu'à un moment, on peut aussi nous espérer qu'au niveau de législation européenne ou française, on puisse avoir un cadre qui vise
à la fois protéger ce qu'on vient de dire, des enjeux nationaux, de culture, de pérennité et, entre guillemets, d'un certain nombre d'acteurs français qui doivent se consolider, sachant qu'effectivement, on aura toujours contre nous cet effet de taille dont on parlait précédemment. On va pas le renier. Mais quelque part, il y a quand même quelque chose à faire en se disant la législation peut être progressive, elle peut être moderne. Et c'est ça un peu ce qu'on essaye d'appeler de nos voeux, en disant saisissons l'opportunité, parce que face à ces enjeux-là, on ne va pas régler le sort de Google par la loi, c'est pas ça le sujet. Mais le sujet, c'est de dire comment, dans ce cadre-là, on va accompagner les champions français. Et là-dessus, moi, je considère qu'il y a vraiment pas mal d'espoir à avoir. Delphine avait la parole, Thomas, après. Oui, alors j'ai demandé la parole à un moment où... voilà, bon, donc, bref, mais je rebondis parce qu'après tout, on est là pour s'enrichir les uns les autres. Moi, je voulais juste dire que je ne suis pas d'accord pour dire que les GAFA respectent les lois. Hein, on l'a vu avec Google. Même précisément, c'est le problème. D'ailleurs, ils ne les respectent pas. Pas toutes, non. Enfin, celle-là, elle est quand même un peu importante. Sur les droits voisins, j'imagine. Exactement, sur les droits voisins, hein, puisque là, on voit que les éditeurs de presse ont porté plainte auprès de l'autorité de la concurrence. Donc, voilà, on a quand même un sujet de respect de nos lois par ces ensembles mondiaux. Et puis, je voulais dire, j'ai un peu oublié, mais on va passer au suivant, je reviendrai. Pardon, peut-être juste avant de te donner la parole, Thomas, parce que j'allais repartir de la super production que tu nous as présentée tout à l'heure, ton histoire 2034. À l'arrivée, on voit bien un bloc de mesures, tout ce qui est autour de la publicité, qui assouplit du coup les conditions de recours à la publicité. Potentiellement, tu fais le bonheur du service public en élargissant l'assiette de la redevance. Très bien. Il y a un sujet partage de la valeur avec les producteurs, enfin à la fois d'un double point de vue, si je comprends bien, c'est comment on partage les recettes et comment même déjà au départ on a une capacité à exploiter les droits en France sur d'autres plateformes, etc. Et puis il y a un troisième volant, et ça m'étonne parce que aucun d'entre vous ne va sur ce sujet. Le sujet des assouplissements, que ce soit en trait de contraintes de diffusion, que ce soit en termes, par exemple, de capacité à réunir dans une même enveloppe vos obligations de financement du cinéma et de la production, enfin, tout ce qui pourrait redonner à vos chaînes ou à vos groupes peut-être de plus d'agilité ou de souplesse. Finalement, on n'est plus sur ces enjeux-là. C'est sûr que des règles moyenâgeuses comme les jours interdits... Je disais à Dijon que même en Corée du Nord, on peut passer des films le samedi soir. On finit par plus vouloir en parler parce qu'on se dit que ça va bien tomber tout seul. On essaye d'aller vers les enjeux essentiels, même si c'est important, mais ça nous paraît tellement archaïque et antiproductif. Non, juste sur la naïveté qu'on peut avoir. Je voudrais utiliser une anecdote que Pierre Jolivet a racontée à Dijon il y a 15 jours. Et il nous racontait qu'il est allé en l'an 2000 avec Pascal Regard, qui était le grand lebier du cinéma. Ils sont allés tous les deux avec un réalisateur. Ils avaient rendez-vous avec Jack Valenti, le grand défenseur du lobby américain, du cinéma. Et ils arrivent en disant, écoutez, Jack Valenti, qui connaissait très bien la France, etc. Vous savez, en France, on fait des efforts incroyables pour promouvoir le cinéma américain, le cinéma hollywoodien. Il y a des grands distributeurs qui sont installés là. Il y a des ciné-clubs qui expliquent ce que font les grands auteurs américains. C'est quand même extraordinaire. Mais vous voyez... on trouve que la part de marché de 3% de l'ensemble du cinéma européen aux États-Unis, c'est quand même pas beaucoup. Et est-ce que vous ne pourriez pas, vous, en échange, faire un petit peu un effort pour promouvoir le cinéma européen, qu'on fasse un peu quelque chose? Ils étaient là avec leurs bons sentiments. Et Jack Valenti les écoute, l'air très intéressé, comme un Américain avec un grand sourire, et il leur dit « Non, c'est vrai, vous avez raison. 97%, c'est pas terrible. J'espère que l'année prochaine, on sera meilleur et qu'on fera 98%. » Voilà, donc on est en face de gens qui, quand ils font Disney à 6,99, c'est d'abord pour casser le marché et s'installer. La démonstration a été faite dans la grande distribution avec Amazon. Enfin bon, plus personne n'est naïf aujourd'hui. Donc la petite musique, donc les déclarations des uns et des autres, moi ça m'est égal. Moi j'aime bien les gens qui se combattent. On est habitué à la concurrence, on se bat dans un univers de concurrence
incroyable. Ce qu'on demande simplement, c'est qu'on puisse avoir nous aussi le droit de se battre et de dire à Jack Valenti, enfin plus son successeur, j'espère bien qu'on va augmenter la part de marché, et ce qu'on fait d'ailleurs en matière de cinéma, mais pas en matière de télévision où il est en train de se faire manger des parts de marché. Et de réfléchir encore, ou d'avoir une religion qui oppose producteurs et diffuseurs, alors que tout le monde est intégré verticalement. Mais ça ne veut pas dire que dans un étage de M6, on va avoir des gens qui vont écrire des scénarios. C'est pas ça l'intégration. L'intégration, c'est le renforcer avec de l'argent, du cash, de l'investissement, trouver des talents, donner de l'argent à des gens pour écrire, pour investir. Nous, quand on a fait Astérix, on a investi 32 millions d'euros. Bon, c'était dans nos malheureux quotas indépendants, mais on a mis 32 millions d'euros pour faire un grand dessin animé qu'on a vendu dans le monde entier. Ben ça, c'est formidable, sauf qu'on est limité. On est limité et on pourrait, et c'est bien de la production française, non? Ça a été entièrement tourné à Paris, dans le 15e, enfin fabriqué pendant 18 mois avec des gens qui ont travaillé sur ces dessins animés 3D. Mais ça, c'est fantastique. En quoi c'est pas de la production française? En quoi ça serait moins bien qu'une production dont on n'aurait pas les droits? Donc le problème n'est pas la séparation producteur-diffuseur. La question importante, c'est de faire en sorte que nous ayons plus de moyens, nous détenions plus de droits, et que nous, collectivement, d'abord, parce que c'est souvent de la coproduction, vous savez, en matière de flux, qui a acheté Endemol Shine pour une valeur qui est à peu près la valorisation boursière de TF1 et M6. Pas TF1 et M6, c'est un acteur français, heureusement, mais on est bien dans une situation aujourd'hui de moyens, de concentration et d'écarter, parce que moi c'est mon seul message, nous ne devons pas écarter les acteurs diffuseurs, voilà, je ne dis pas que c'est les seuls, mais il faut que les acteurs diffuseurs puissent jouer un rôle central, capitalistique, central, avec des moyens et pas d'entraves, ou beaucoup moins d'entraves, pour être producteurs, diffuseurs, détenteurs de droits, exportateurs. Nous achetons beaucoup, on n'a pas le droit de vendre. Enfin, c'est effarant. Regardez, allez au MIP. Allez au MIP, il y a 250 petites enseignes de producteurs et les enseignes de TF1 et d'M6. Regardez les enseignes de ITV et de la BBC. Là, ils ont des choses à vendre, ils ont des droits à vendre. Et moi, quand je vais négocier avec ITV, je peux vous assurer que je suis là avec monsieur ITV qui me regarde et qui est incroyablement puissant. Et malheureusement, sur le stand M6, heureusement, on a quelques droits, mais pas suffisamment pour avoir un aussi gros stand qu'ITV. Et moi, je voudrais avoir un aussi gros stand d'ITV et regarder les diffuseurs anglais de la même manière que les diffuseurs anglais me regardent quand ils me vendent des programmes dont ils ont les droits. Je voudrais juste dire un petit truc aussi, c'est... Pardon. Vas-y, oh oui, vas-y, j'irai après. Non, alors, en fait, ce que je voulais dire, c'est que quand je nous écoute, c'est vrai que le scénario de Thomas, il n'est pas évident à faire en réalité. Non, c'est vrai, ça rend un peu... Ouais, non, je ne pense pas tant que ça, sinon, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que, au fond... Quand je nous écoute, on voit qu'on n'est pas d'accord sur tout, même si on se rejoint sur pas mal de points, mais on se chicane beaucoup. Et en tout cas, dans nos temps de travail, on passe beaucoup de temps à chicaner quand même. Voilà. On est râleurs, on a plein de défauts, mais on défend des valeurs comme le respect de la vie privée, des choses aussi essentielles que celles-là, finalement, et des valeurs démocratiques assez puissantes. Et donc, ça me fait penser à une remarque qu'un membre éminent du CSA m'avait faite une fois et que j'ai trouvé vraiment très éclairante, voire éclairée, c'est de se dire, au fond, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, là je sors un peu des plateformes, mais sur les réseaux sociaux, à communiquer avec ses proches via WhatsApp, Facebook, etc., etc. Au fond, la vie numérique est aussi forte que la vie tout court. Et si, en Europe, on n'inventait pas l'écologie numérique, c'est-à-dire le respect de l'espèce en voie de disparition qu'est l'homme dans ce nouvel espace où on vit. Et je pense que ça, c'est pas une idée si stupide que ça, c'est une manière de faire du judo avec qui nous sommes en Europe, mais ça implique quand même qu'on soit assez clair dans notre relation aujourd'hui vis-à-vis des GAFA. Et je trouve qu'on l'est pas. Parce qu'on joue à la fois, on dit, voilà, c'est l'ennemi, et c'est vrai, franchement, c'est le concurrent, on va pas se mentir. Mais en même temps, on deal quand même un peu avec eux, on essaie de terrer. Oui, moi, je pense, voilà, je vous dis ce que je pense, moi, j'ai une position très claire, je deal pas, voilà.
pour cette raison-là, parce que je pense que ça ne durera pas, ça. Ton avis, c'est pas le mien. Je pense qu'on ne danse pas avec le diable, je l'ai souvent dit. Je trouve ça très compliqué. Après, toi, tu as une position de distributeur. Je comprends très très bien ce que vous voulez faire. Je ne la critique pas. Hein. Je parle là des diffuseurs plus traditionnels. Canal, c'est autre chose. Hein. Mais voilà, donc je me dis, il faut faire attention à ça, qu'on soit assez carré dans nos relations, parce qu'on n'aura pas le meilleur ou le pire des deux mondes. Une valse à un temps. Non, je voulais juste revenir sur cette notion de production indépendante qui potentiellement, on a quand même d'indépendante que le nom. Hein. Il faut quand même avoir en tête que les sociétés, ça prendrait 5 minutes pour un Américain de venir les racheter. Hein. Et là, on serait bien malin, Media One, Fédération, machin, tout ça passe sous pavillon américain, et tous les producteurs indépendants, et ça prend 5 minutes, hein, ou 10. Et là, tout d'un coup, le sujet de souveraineté, terminé. Donc il y a aussi cette notion à long terme, je reviens sur cette notion de souveraineté culturelle, et de qui possède les droits, et des enjeux que vient de rappeler encore Delphine, sur ces enjeux mondiaux de culture. Alain, et après j'aurai une question qui nous permettra peut-être de faire un dernier tour de table pour aller vers le terme de notre échange. D'abord une information, c'est mon job. Netflix touché par une panne mondiale. Donc, nos propos ont dû être un peu violents. Non. Donc voilà. Ce que je voulais préciser par rapport à ce que disait Delphine, c'est que moi je ne considère pas que Netflix est le diable, pour revenir à la loi. Netflix, c'est une entreprise très brillante. C'est vrai que les Américains ont des facilités qu'on n'a pas, mais le problème, encore une fois, c'est que nous, on puisse avancer, pour ne pas dire affronter notre concurrent à armes égales. C'est ça l'enjeu. Peut-être que Google ne respecte pas toutes les lois. Quand je faisais allusion à la loi tout à l'heure, je pensais surtout à la fiscalité, où finalement ils arrivent à bénéficier en toute légalité d'un système fiscal très favorable parce que les Européens sont naïfs ou faibles, ou les deux, je ne sais pas, mais on n'arrive pas au sein de l'Europe à avoir une fiscalité cohérente. Mais le problème, encore une fois, pour revenir à la loi, c'est que la loi s'adapte à ce contexte et nous permette de nous battre autant que faire se peut à armes égales, ce qui n'est pas très facile. Peut-être, du coup, pour permettre de faire circuler la parole une dernière fois avec vous, mais une question, et puis vous ferez certainement un commentaire peut-être à côté. Je reviens aux premières propositions que Franck Esther a mis sur la table, c'est-à-dire une part dépendante à 50% avec des critères avec une discussion sur des critères d'indépendance renforcés. Ça, c'est une base de travail ou c'est pas suffisant? Juste pourquoi? Pour ma compréhension. Alors moi, ma base de travail, c'est l'accord que j'ai signé avec les syndicats de producteurs l'année dernière et j'ai re-signé cette année, qui dit pas ça du tout, qui augmente la part dépendante parce que voilà, on progresse nous aussi avec France TV Studio, mais qui surtout, et c'est peut-être le plus important pour moi, me donne des droits numériques et un temps d'exclusivité vis-à-vis des offres mondialisées. Et c'est ça la valeur, c'est d'avoir des œuvres qui sont exclusivement chez nous. On a tous râlé de retrouver des Netflix originales ailleurs. Eh bien, quand France Télévisions, et c'est en place depuis le 1er janvier 2019, finance une série à hauteur de plus de 60%, ce qui est en gros la majorité des cas en réalité, eh bien, il y a 2 ans d'exclus versus n'importe quelle plateforme mondialisée, américaine ou chinoise. Et c'est ça la valeur de l'accord qu'on a signé. Donc non, le décret, c'est pas une base. Pour nous, c'est un décret repoussoir. On attend beaucoup plus des négociations avec les producteurs que ce qu'il y a dans le décret. Nous, c'est plutôt par rapport à cet équilibre entre audiovisuel et cinéma. L'audiovisuel, pareil, un peu chez TF1, on a pu progresser avec les acteurs, enfin les producteurs du monde de l'audiovisuel. Mais par contre, c'est comment on rattrape aussi le monde du cinéma et comment on peut arriver à faire évoluer aussi le monde du cinéma, qui est très fragmenté. On connaît sa constitution sur le marché français, et les emmener avec nous. Et avec les enjeux qui sont à la fois du financement. Tout à l'heure, tu parlais, je crois, de la fongibilité entre cinéma et audiovisuel. Bon, ça viendra peut-être, et c'est peut-être par là qu'il faut en passer. Mais c'est aussi l'accompagnement des financements. Parce que moi, je reviens à la problématique qu'on a eue sur le CNC, où quand on commence
à imaginer un autre feuilleton quotidien qui va durer dans le temps, etc., on assiste immédiatement à la dégressivité des aides, alors qu'en fait, aujourd'hui, on se dit, mais ce type entre guillemets, d'œuvres, ce sont des écoles pour les auteurs, ce sont des écoles pour nos producteurs, c'est la façon dont la filière française peut se constituer. Pourquoi diable, aujourd'hui, on irait diminuer ces financements-là, alors que c'est ça le cœur de la filière demain? Et là, aujourd'hui, c'est l'occasion aussi de rechallenger ces choses-là, parce que c'est ça qui sont les enjeux. C'est qu'à la fois, on peut avoir des champions, mais on peut aussi avoir une filière qui se porte bien. Et là, moi, c'est plutôt comme ça que je le regarde, en me disant, l'enjeu de l'équilibre, on voit que la plupart des gens ont une bonne volonté, comme le disait Delphine, pour aller dans le sens d'un rééquilibrage. On n'est pas encore peut-être au scénario merveilleux de Thomas, mais on y va. Par contre, il y a le monde du cinéma, et puis il y a surtout comment, après, les pouvoirs publics, tout l'argent qu'on contribue, parce que tu le rappelais, on contribue beaucoup d'argent dans la filière, il est réinvesti dans des aides qui font sens. Ça s'appelle les documentaires, ça s'appelle... Enfin, c'est toutes ces œuvres-là, ou des feuilletons quotidiens. Thomas ? Tu parlais tout à l'heure du fait qu'on n'était pas revenu sur les obligations de production. Les diffuseurs, ils ne remettent pas en cause les obligations de production. C'est notre pétrole, c'est notre métier. Donc, il n'y a pas de problème sur les obligations de production. Et le partage entre cinéma et télévision, honnêtement, ce n'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est bien l'indépendance, comme on l'a démontré tout à l'heure. Alors, est-ce que 50%, c'est bien ? Ça dépend ce qu'il y a dans les 50% indépendants. Moi, j'entends dire que il y aurait un décret repoussoir, une mise en œuvre repoussoir de telle manière à ce que la règle, ça serait 50% avec 18 mois de droit, pas de mandat, etc. Dans ce cas-là, c'est absurde. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de vision stratégique dans cette loi. Et si on est renvoyé vers des accords avec les producteurs, très bien, ça fait 30 ans qu'on en fait. On peut refaire des acteurs avec... Moi, ce que j'attends d'une loi, c'est une vision industrielle, c'est une vision stratégique pour organiser un marché. Un marché, ça s'organise avec des règles. Et on a des acteurs privés et publics. Alors, on peut s'organiser nous-mêmes. Mais dans ce cas-là, ne nous mettons pas des règles absurdes. On s'organise vraiment nous-mêmes. Alain ? Et peut-être dernier mot à Maxime, si ça vous va dans cet ordre-là. Je commence ? Tu réfléchis ? T'es sur la panne de Netflix, t'es en train de régler le problème ? Qu'est-ce que je dis ? Les 87, nous on est à 87,5% de production indépendante. 12,5%, t'as bien entendu. 12,5% dépendants. Donc on a le taux le plus élevé d'indépendants. Et comme l'a dit Thomas à l'instant, moi mon enjeu c'est pas de baisser, je l'ai dit. On a lancé la création originale les premiers. On a eu cette vision, c'est pas moi en plus. Donc je le dis en toute humilité, c'est mon prédécesseur de lancer de la fiction premium en 2004, il y a 15 ans. On a dépensé 1 milliard, un peu plus d'1 milliard. On a lancé une quarantaine de séries. Et sur ces 40 séries, on en a fait 2 qui étaient dépendantes. Voilà. Donc en fait, moi, mon enjeu, c'est pas de pas travailler avec des producteurs indépendants. Je crois, j'ai une conviction qui est différente d'ailleurs de celle de Pierre-Antoine Capton et Media One, c'est qu'on n'a pas vocation, nous, à faire de l'intégration verticale, et que la richesse de ce qu'on proposera, c'est de prendre les meilleurs projets d'où qu'ils viennent, et souvent, ils viennent de producteurs indépendants. Donc je ne veux pas baisser les investissements avec les producteurs indépendants. Et je suis même prêt à prendre des engagements qui vont dans le sens inverse et augmenter la contribution à la production indépendante. L'enjeu, c'est les droits. Et en effet, quand on nous dit 50% des fictions que vous financeriez, vous n'auriez aucun droit et aucune chance d'en avoir, je dis, dans ce cas-là, je ne les financerai pas. Voilà, il faut être très pragmatique. Encore une fois, nous, aujourd'hui, c'est 20 millions d'abonnés, 40 pays. Donc je ne vais pas financer une série quasi exclusivement que pour la France. Ça n'est plus possible pour moi. Et là, on nous dit, oui, mais ça va vous encourager à négocier. Mais, j'adore ça, mais ça fait quand même 3 ans que j'essaye. J'ai pas réussi. C'est rare. Honnêtement, on a quasiment fait tout seul. On a vraiment l'impression... Sur la fiscalité, sur la réglementation, est-ce qu'on nous a aidés dans les derniers... Voilà, la chronologie, on l'a fait tout seul. Je veux dire, on a des médias, pardon. On a négocié avec 23 organisations du cinéma, je les adore. 2 fois, 3 fois, Canal+, 2 fois, Ciné+, 1 fois. On a réussi à trouver des accords, donc on y arrive. Mais là, avec la production du visuel, on n'y arrive pas. Et donc, on attendait un soutien un peu plus fort, surtout que, tu l'as dit tout à l'heure, le ministre de la Culture, pour ne pas le citer, il a tout compris, hein. Il n'y a pas de problème de compréhension des enjeux. Le gouvernement a compris les enjeux. C'est pour ça qu'on est frustré. C'est qu'il n'y a pas de problème de compréhension. Il y a un enjeu de décision dépassionnée. Et c'est dur, parce qu'on est tous passionnés par la culture. Mais il faut faire la différence entre la culture qui nous passionne et les enjeux industriels qu'on doit regarder
comme dans l'anecdote de Thomas et de Jack Valenti, de manière dépassionnée. Alain. Dernier mot pour... Peut-être juste 2 anecdotes pour compléter et illustrer. La première, c'est, je reviens à Top Gear. C'est vrai que l'investissement est de 400 000 euros, ce qui pour nous est considérable pour 1 heure de programme sur une chaîne de la TNT. S'engager dans la production, on n'a aucun souci. On a toujours été au-dessus des engagements parce que, évidemment, c'est le pétrole. Mais j'ai découvert récemment que la BBC qui produit Top Gear pour nous, qui détient les droits maintenant, a revendu à une plateforme pour 10 000 euros l'heure, ce que nous, on avait payé 400 000. C'est pas possible. Demain, on ne peut pas continuer. Top Gear, c'est un grand succès, mais il y a quand même sans doute 95% des Français qui n'ont pas encore vu Top Gear. Donc, pour Netflix ou pour une autre plateforme, c'est un prix qui est anormal et extrêmement bas. Et ça peut pas fonctionner. Donc voilà. Et puis l'autre anecdote qui concerne le système du financement, ça concerne BFM TV. Vous savez que sur BFM TV, on diffuse maintenant des reportages longs. On a commencé par 10 minutes, on est passé à 26 minutes, et maintenant on est à 52 minutes. Donc on a des reportages qui sont courts, on a des reportages qui sont moyennement longs, et on a des reportages qui sont très longs. Le CNC s'est dit, finalement, c'est un nouveau client. C'est des documentaires. Donc vous devez nous verser 5% de votre chiffre d'affaires. Alors que, mais je leur dis, mais vous, c'est bien CNC, Centre National du Cinéma. Nous, on ne fait pas du cinéma, on fait de l'information. Pourquoi voulez-vous qu'on aille dans ce système-là ? Donc on est dans des absurdités qui nécessitent une loi claire, avec une vision, une ambition, du souffle, et qui finalement mettent sur un pied d'égalité les nouveaux entrants qui ont beaucoup de puissance et beaucoup de talent en plus, et les acteurs de l'audiovisuel qui ont besoin de pouvoir se battre à armes égales. Merci. Merci beaucoup à vous 5. Le débat, en tous les cas, est posé. J'espère qu'on aura une réponse avant 2034. Voilà, et on vous souhaite à vous 5 et à tous ceux qui sont restés avec nous une bonne fin de journée. À bientôt. Ciao. À bientôt.